Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au JT des JT de ce dimanche. Les titres dans cette édition. Oswald Omeki a quitté son poste de ministre des Sports vendredi dernier. Le ministre Adombi de l'Énergie, de l'Eau et des Mines assure l'intérim de ce département ministériel. Dans cette édition, les acteurs sportifs font le bilan des actions menées par l'ex-ministre. La première édition des journées portes ouvertes de la Commission électorale nationale autonome s'est déroulée du 3 au 5 octobre. À l'occasion, le public a été instruit pour les compétences de l'institution. Le point dans cette édition. Au Gabon, le président de la transition a nommé la totalité des membres du Parlement. Plus de détails dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, Oswald Omeki n'est plus ministre des Sports dans le gouvernement Talon. Il a rendu son tablier vendredi 6 octobre dernier. Le président Talon l'a accepté et a instruit le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour assurer son intérim. Pour rappel, l'ancien ministre des Sports a été nommé à ce poste en 2016 sous le gouvernement du Patrice Talon. Quelques acteurs sportifs ont fait un bilan des actions menées par Oswald Omeki dans le secteur des sports. Est-ce une démission stratégique pour pouvoir rebondir vers un autre poste? Est-ce que c'est une sanction du président? Les discussions sont très bien nourries dans les différents forums. C'est un ministre qui a battu assez de records. C'est vrai, il a exécuté le programme d'action du gouvernement dans le volet sport. C'est sous son règne qu'on a eu plus de 22 stades, des infrastructures sportives qui sont aux normes. C'est aussi un ministre qui est, qu'on le veuille ou non, un ministre qui est proche des jeunes. Vous pouvez voir un Omeki avec des artistes, vous pouvez voir un ministre Oswald Omeki à un concert, vous pouvez voir un Oswald Omeki venir parler avec des joueurs. C'est le tempo qu'il a imprimé à son ministère. Ce que je garde aussi de l'homme, c'est que le ministre Oswald Omeki, c'est sous son égide que le Bénin s'est qualifié pour une première fois pour l'étape des quarts de finale. Je veux parler de l'expédition égyptienne où le Bénin a réussi cet exploit retentissant de se qualifier parmi les 8 meilleures équipes de l'Afrique. Il faut avouer que j'ai été surpris par ce départ du gouvernement. On était à 1000 chemins de penser qu'Oswald Omeki, après donc cette Coupe du Monde de pétanque formidablement bien réussie et la CAN donc du Maracana, il allait quitter le gouvernement. Maintenant, cette démission, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que chacun de nous se pose. Il n'y a que Oswald Omeki qui puisse nous dire exactement les raisons qui justifient son départ. Il faut retenir tout simplement que c'est un ministre qui aura marqué son temps. Eh bien, tout comme Valentin Aditi Houdé et Damien Zinsou Modérant à la Kassa, qui n'est plus de ce monde, de paix à son âme. Oswald aura été véritablement une parfaite réussite à la tête de ce département ministériel, puisque c'est sous sa gouverne que le gouvernement de Patrice Guillaume Talon a rehaussé donc le niveau du sport béninois. Je veux parler des subventions qui sont accordées aux différentes disciplines sportives.
Maintenant, avec Osvaldo Meki, on a eu également des stades qui ont été érigés dans les départements béninois. Il faut avouer que son passage aurait été un passage très fort à la tête de ce département. Il a été au service de toutes les disciplines sportives en général depuis 2016. Il a essayé de donner, d'imprimer un nouveau rythme à la pratique de ces disciplines au Bénin, parce que nous avons constaté la différence. Par le passé, oui, les disciplines se pratiquaient, mais depuis l'avènement du régime de la rupture, on a senti une nette amélioration, même si on pouvait avoir mieux. Sous lui, beaucoup de projets ont vu le jour, classes sportives qui existaient, mais qui ont été mieux réorganisées sous la gestion du ministre Osvaldo Omeki. Les résultats, on a commencé par les avoir. Ce n'est pas encore ça, mais c'est un début. Et sous Osvaldo Omeki également, c'est beaucoup de participation des équipes nationales, toutes disciplines confondues aux compétitions régionales, sous-régionales et internationales. Quand je prends le football, par exemple, le Bénin était en 2019 quart de finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas le ministre des Sports le plus parfait, mais il fait partie des ministres du sport qui ont réussi à marquer d'une manière ou d'une autre la vie des sportifs ou la pratique des disciplines sportives au Bénin. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre dernier. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, c'est le thème international de 2023. À la veille de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux enseignants. Yves Chabikwaro au micro de 3R Média. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, demain, jeudi 5 octobre 2023, la communauté internationale célébrera la Journée mondiale des enseignants. Le Bénin va sacrifier, une fois encore, à la tradition en célébrant la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants. Après la ville de Lokossa en 2022, c'est la ville de Natitengu, chef-lieu du département de l'Atakura, qui a été retenu pour abriter les manifestations officielles marquant la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants. L'enseignant, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, est l'un des piliers de développement d'une nation. Il transmet non seulement le savoir à l'apprenant, mais aussi des valeurs fondamentales pour la vie en communauté. La commémoration de la Journée mondiale des enseignants vise à rappeler aux citoyens en général et au gouvernement en particulier le rôle déterminant à jouer pour la mobilisation de ressources suffisantes afin de mieux former le personnel enseignant et obtenir de meilleurs résultats. Le thème international de cette année, je cite, « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants », fin de citation, retenu par l'International de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO, nous montre les nouveaux défis à relever par les acteurs du système éducatif. Dans le contexte actuel de crise mondiale, les gouvernants respectifs ont un rôle majeur à jouer pour permettre à tout enfant, où qu'il soit, de jouir effectivement du droit à l'éducation. Quant à l'enseignant, il est invité à se mettre davantage au service de la nation en faisant bénéficier de son savoir à toute la communauté. Il nous faut davantage investir dans le secteur de l'éducation en améliorant au quotidien les conditions de vie et du travail du personnel enseignant afin de disposer d'un enseignement de qualité. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, édition 2023, les acteurs du système éducatif de notre pays, à travers ce thème international, ont l'obligation de mener une réflexion plus approfondie sur l'avenir du métier d'enseignant. Mesdames, Messieurs, chères enseignantes, chers enseignants, le thème national de cette année, intitulé, je cite, « Enseignants qualifiés en nombre suffisant, gage d'une éducation de qualité »,
fin de citation, nous invite à nous pencher davantage sur les actions à mener pour non seulement combler le déficit en enseignants, mais aussi disposer effectivement d'un système éducatif capable d'impulser le développement durable de notre pays, le Bénin. Il nous faut une synergie d'action afin d'assurer une éducation de qualité à nos enfants. C'est ce qui leur permettra d'être outillés, non seulement pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, mais aussi relever les défis du monde contemporain. Les actions entreprises par le gouvernement depuis quelques années, et particulièrement au cours de l'année 2023, sont, entre autres, la prise à bonne date des actes d'avancement d'échelon au profit de 24 650 agents du MAMP, le reclassement de 6 747 enseignants du MAMP dans une catégorie supérieure et la signature de 2 691 contrats de travail à durée indéterminée. Le renforcement des effectifs des enseignants par le déploiement d'environ 30 000 aspirants au métier d'enseignant, soit 15 733 pour le MES-FTP et 14 097 pour le MAMP au niveau du primaire et du secondaire seulement. La dotation d'environ 15% d'écoles primaires publiques de cantines scolaires à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré, PENACI, afin d'offrir un repas chaud à 1 206 654 apprenants. La correction de contrats en cours au profit de 271 agents contractuels de droit public de la promotion 2008. Le reclassement de 105 professeurs certifiés en conseillers pédagogiques. La formation de 2065 enseignants, agents contractuels de droit public de l'État, des promotions 2012, 2014, 2016 et ceux de 2008 qui n'avaient pas démarré ou achevé leur formation initiale. Le reversement en cours des aspirants au métier d'enseignant en agents contractuels de droit public. À la veille de la célébration de cette journée mondiale importante, j'invite chaque Béninoise et chaque Béninois à manifester sa joie à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi le noble métier d'enseignant. Je reste convaincu que cette journée marquera positivement chacun de nous, en ce sens qu'elle nous permettra de nous souvenir au moins des enseignants qui nous sont chers. Vive la Journée mondiale des enseignants, vive le système éducatif béninois, vive les enseignantes, vive les enseignants. Je vous remercie. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, 30e édition, quelques acteurs ont partagé leurs observations sur le système éducatif béninois. De la fierté et de la reconnaissance, c'est le ressenti de bon nombre de parents d'élèves à l'égard des enseignants. On dénombre dans le rang des enseignants d'aujourd'hui de très bons. Nous constatons de plus en plus une amélioration dans les résultats de nos enfants. Nous adressons nos remerciements au gouvernement, puis aux enseignants qui se sont engagés à servir la nation. Les années antérieures, des dérapages s'observaient. À présent, tout va pour le mieux. Tu peux inscrire ton enfant au public et être rassuré. C'est heureux. Sincère merci au chef de l'État et aux éducateurs. Jeunes pour la plupart, certains se démarquent du lot de par leur capacité à non seulement transmettre le savoir, mais aussi des valeurs fondamentales pour la vie en communauté. Il y a des enseignants qui sont très jeunes et quand vous les voyez, vous vous demandez si ceux-là peuvent vraiment jouer le rôle. Et dès qu'ils se mettent à la tâche, vous vous dites, oh Seigneur, mais quel magnifique enseignant. Il y en a qui sont très jeunes, qui n'ont même pas fait la formation de l'école normale supérieure, mais qui ont le don d'enseigner dans le sang et qui s'en sortent très bien. Malheureusement, ils ne sont pas légion. Mais il y en a aussi qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on leur a confié comme tâche. Parce qu'un enseignant qui ne se voit pas comme le père des enfants, le grand frère des enfants, l'oncle des enfants, le tuteur de ses apprenants,
il risque de tomber très vite dans les travers. On a intérêt à faire en sorte que ceux qui ont la destinée de nos apprenants, ceux qui doivent former et formater nos apprenants, puissent être eux-mêmes bien formatés pour être désintéressés d'abord, parce que si vous venez à l'enseignement en espérant vous enrichir, vous avez fait fausse route. Les différentes fleurs jetées aux enseignants sont dans une certaine mesure le fruit de plusieurs réformes menées depuis quelques années. On peut citer entre autres les formations initiées à leur endroit, le renforcement du personnel avec le déploiement de milliers d'aspirants au métier d'enseignant. La qualité, ça part déjà de la formation, d'abord du recrutement, et ensuite le recrutement qui prend en compte la formation. Une fois que vous avez accepté faire le travail, c'est que vous devez bien le faire. Et lorsque vous allez en classe, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et l'enseignant ne cesse jamais de se cultiver. Depuis l'ère du changement jusqu'à l'ère de la rupture, et l'État s'emploie pour mettre sur place des enseignants de qualité qui passent pour la plupart par des écoles normales. Si je prends le cas des AME, certains parmi eux, après avoir fini l'école normale, ont pris par le privé avant de passer le test, se retrouver dans la base de données. Et c'est après ça que l'État les a déployés sur le terrain. On ne finit jamais d'apprendre. Nous avons des séances d'unité pédagogique et c'est au cours de ces rendez-vous d'échange pédagogique, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. On acquiert aussi des connaissances à ce niveau. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, les concernés appellent à une valorisation davantage de la fonction enseignante à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il y a un minimum de considération qu'il faut donner aux enseignants pour leur motivation. Si les dirigeants disent à tout le peuple, attention, nos enseignants sont nos maîtres, sont nos formateurs, je crois que le peuple comprendra mieux pour donner à l'enseignant la valeur qu'il mérite. Parce que les enseignants, quoi qu'on dise, ils sont humbles, ils sont modestes. Ça rentre dans leur vie parce que c'est la profession qui l'exige. Ils ont des centaines d'enfants. Mais je leur dis toujours une chose. Comme on dit toujours enfant, continuez votre travail parce que quand Dieu récompense, les décorations ne font pas le poids devant la récompense divine. Voyez, souvent, on travaille plus qu'on ne gagne. Vous voyez, l'État aussi fait des efforts, mais par rapport au coût de la vie, ce n'est pas encore ça. On les encourage à faire davantage pour que l'enseignant soit quand même un tant soit peu à l'aise. Garantir une éducation de qualité aux enfants est une quête permanente, un idéal auquel on peut parvenir que par une synergie d'action. Lundi 2 octobre dernier, les travaux d'évaluation des dossiers de candidature au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur ont été lancés à la FSS de Cotonou. Professeur Éléonore Yaïladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé en personne au lancement officiel de cet atelier de 6 jours. Reportage ESAE TV. Le processus de recrutement de nouveaux enseignants au profit des universités publiques du Bénin entre dans une phase décisive. Je me réjouis ce matin, lundi 2 octobre, de la forte mobilisation des divers acteurs ici présents pour assurer les travaux d'évaluation des dossiers de candidature des inscrits sur la plateforme des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Cela témoigne de l'importance de cette activité en raison de l'opportunité qu'elle offre aux enseignants et aux aspirants au métier d'enseignant du supérieur et de l'impact positif sur la qualité de la formation globalement dans nos universités. Pendant 6 jours, les jurés provenant de l'UAC, de l'UP, de l'UNA et de l'UNESTIM et répartis dans 26 jurys, vont examiner les dossiers de 3453 postulants inscrits dans 680 spécialités. L'étape actuelle, celle qui nous réunit autour de l'évaluation des dossiers de candidature des postulants sur cette plateforme, a pour mission de vérifier l'existence de toutes les informations renseignées
par chaque postulant sur la plateforme, vérifier la conformité des pièces demandées, faire un classement par âge des candidats, s'assurer que les spécialités des diplômes soumis sont en adéquation avec les filières de formation des universités choisies par les candidats. Classer les candidats dans les 8 domaines de RESAO et par spécialité selon les références du CAMES. Statuer sur les divers points d'attention relevés par l'équipe technique lors de l'apurement de la base. Cette étape va aboutir à la mise en place de la base de données pour le concours de recrutement. Et dès qu'ils sont recrutés, on ne les appellera plus aspirants. Évidemment, ils ont cessé d'être aspirants, ils deviennent alors des assistants. Et tel que les tests le disent, on les appellera les assistants en situation probatoire. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils ne sont pas assistants pour rester stabilisés dans ce statut, ça n'existe plus. Il faut qu'ils évoluent rapidement pour donc grandir dans les grades prévus par le CAMES, à savoir les grades de maître assistant, de maître de conférence, de professeur titulaire et pareil aussi au niveau du corps de recherche. Au cours des travaux, les jurys vont être épaulés dans leur mission par une équipe de supervision et un comité technique sous l'œil avisé des représentants du Conseil national de l'éducation CNE et de la délégation au contrôle et à l'éthique. L'Institut des artisans de justice et de paix, en collaboration avec Konrad Adenauer, Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi, a organisé un atelier annuel de réflexion et de formation sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques, les jeunes s'engagent dans la cité ». C'est au cours de cet atelier, plusieurs professeurs ont partagé leur expérience avec les étudiants venus de différentes universités. Reportage ESAE TV. En rendant grâce à Dieu pour le don que représente cet atelier pour notre pays en matière d'implication pour la jeunesse, je déclare ouvert les travaux de cet atelier sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques, les jeunes s'engagent dans la cité ». Ainsi s'ouvre l'atelier de réflexion et de formation sur le thème « Citoyenneté et devoirs patriotiques, les jeunes s'engagent dans la cité » organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université d'Abomey-Calavi. Cette initiative vise à éveiller et renforcer la jeunesse composée d'étudiants des différentes universités du Bénin venus pour l'occasion. Les échanges nourris auxquels nous allons nous exercer en ce jour s'inscrivent dans le prolongement du parcours réflexif qui nous occupe depuis le début de l'année. Il est de notoriété que la jeunesse constitue le fer de lance de tout développement qui se veut durable et la force motrice de toute démocratie qui entend être viable. La promotion donc de la citoyenneté et des valeurs patriotiques sont assez importantes pour la CAS. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à donner son accord pour accompagner l'IAJP dans cette initiative. Chers participants, le Bénin est une nation qui est riche de sa jeunesse. Une jeunesse dynamique qui a besoin de pleinement jouer son rôle dans l'éducation d'un État fort, prospère et démocratique. La question de l'engagement, elle concerne notre jeunesse, elle concerne toute notre société parce qu'une société sans des personnes engagées, c'est une société sans boussole. C'est une société où la réflexion perd pied. Et comme nous aspirons tous à vivre dans des pays où les citoyens et les citoyennes vivent dans un plein épanouissement, vivent en pleine conscience, vivent dans l'engagement au service de la nation, nous devons saisir toutes les occasions d'interaction.
Cet atelier est meublé par 2 communications. La première sur l'état et la motivation de la jeunesse à un engagement citoyen a été présentée par le professeur Dodji Hippolyte Amouzuvi. La deuxième communication animée par le professeur Albert Honokun, directeur de l'ENEAM, est axée sur la problématique patriotisme et devoirs patriotiques, redonner confiance à la jeunesse pour un engagement citoyen productif. J'ai essayé de définir ce qu'on appelle le patriotisme, c'est-à-dire nous devons considérer le Bénin comme une terre commune à laquelle nous appartenons et nous devons chercher son développement. Et vous savez que en ces temps, les jeunes préfèrent aller chercher leur bonheur ailleurs et ne s'attachent pas à leur patrie parce qu'ils pensent que quand ils restent à l'intérieur, c'est la misère. Donc, on a essayé de dire comment on peut redonner confiance à cette jeunesse-là et leur montrer que les droits que vous n'avez pas ou bien qui ne sont pas exécutés et que vous pensez que le pays n'est pas bon, tout dépend de vous, que c'est en remplissant vos devoirs que vos droits seront satisfaits. Au thème de ces communications instructives, les étudiants ont échangé sur les approches pour une jeunesse au service de la nation. Plusieurs personnalités présentes telles que le professeur Anatole Laleye, Alain Feliho et la docteure Marietta Gonhoudobou ont invité les étudiants participant au militantisme. Ces derniers ressortent satisfaits de cet atelier. C'était des communications très enrichissantes sur l'engagement de la jeunesse, sur leur comportement citoyen dans l'État béninois. Donc comment être des citoyens qui participent au développement du pays et de la plus belle des manières. Je dirais que les citoyens ont ce qu'ils doivent faire pour participer activement au développement du pays, mais l'État aussi a sa part de responsabilité. J'ai noté beaucoup de choses, surtout lors de la première communication que le professeur Dodji a déroulée. Cet atelier de réflexion et de formation a été sanctionné par la remise des attestations aux étudiants. L'IAJP, la Fondation Conrad Adenauer et l'UAC accomplissent ainsi une action pour garantir un avenir meilleur, un avenir aux mains d'une jeunesse patriote. La 4e édition du mois du consommant local dédié au mois d'octobre en vue de promouvoir les produits locaux a été lancée le mercredi dernier à Cotonou, capitale béninoise. Il s'agit d'une initiative portée par les ministres de l'Union monétaire ouest-africaine en charge du commerce. Le ZAE-TV s'est rapproché de quelques citoyens qui apprécient la plus-value de la consommation des produits locaux suivis. Quand on consomme local, on peut aussi être en bonne santé parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous amène de l'étranger, on ne sait pas comment ça se produit. Mais ce qui est produit chez toi, tu sais comment ça se produit et tu peux le manger comme tu veux. Consommer local, c'est une très bonne chose. Et en tant que Béninois, nous devons consommer local. Et je vais demander à nos dirigeants aussi de s'habiller localement. Puisque vous les voyez, nos dirigeants, souvent, ils sont dans des costumes que j'ai toujours déplorés. S'ils peuvent porter nos habits locaux, je pense que c'est bon. Ça peut s'étendre même sur un an. Vous voyez un peu? Parce que même la cherté de la vie qui court aujourd'hui, là, c'est ça. Vous voyez un peu? Quand on va commencer par manger de chez nous, là, ce serait une très bonne chose. Quand vous faites un tour dans nos marchés, nos supermarchés, nos supérettes, tout ça là, vous allez voir que la plupart, c'est des produits venus de l'étranger. Consommons local, oui, mais le coût aussi, parce que les produits locaux sont encore plus chers que les produits importés. Si c'est bien, parce que ce qu'on a importé, on ne sait pas l'origine, on ne sait pas comment ça a été fait, mais les produits locaux, on sait très bien que c'est sur notre terre qu'on a semé ça, c'est sur notre terre qu'on a récolté ça, c'est sur notre terre qu'on a tout préparé. Donc, c'est normal. Chez moi au Bénin, il y a Djongoli, il y a Abobo Vovo, Akorami Vovo. Chez moi, il y a beaucoup de choses qu'on mange qui disparaissent même.
Moi, je vis à Cotonou, je ne vis pas ailleurs. Dans Cotonou, vous n'avez plus ce qu'on appelle le manioc et l'haricot rouge préparé. Avec le rouge, on ne le voit plus. Partout, c'est wow. Pour moi, citoyen de Cotonou. Mais il faut désormais que quand on nous parle de consommation local, que les gens viennent avec des trucs comme ça. Si tu prends le cas de Sorabi, c'est le whisky local que nous consommons bien. Et après ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Et pour faire encore la promotion de cette consommation locale, je pense que si l'État pouvait créer une cantine publique où on va faire la promotion des produits locaux là, c'est une très bonne chose. Qu'on demande par exemple à chaque village, pas totalement, un peu dans nos alentours, à l'alentour de Cotonou, bien dans Cotonou, ce qu'on prépare chez eux là-bas, on ne prépare plus à Cotonou. Et que les gens viennent les exposer pour que nous sachions que dans notre pays, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Le gouvernement aussi doit avoir un œil sur ça. Un mois là, c'est peu. Il faut que ça soit, comment dire, ça soit quelque chose de répétitif, quoi. Hein? On fait ça au moins chaque fin du mois là, c'est encore une bonne chose. Le gouvernement n'a qu'à subventionner les produits locaux pour que ça devienne un peu moins cher, pour que nous pouvons avoir l'accès aux produits locaux. Si c'est cher, les gens seront obligés d'aller vers les produits importés. Quand vous allez exiger, par exemple, je prends le riz américain qu'on avait amené, les gens n'aiment pas ça. Les gens préfèrent le riz thaïlandais, chinois, indien et autres. C'est ça. Voilà le problème. L'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou a servi de lancement pour la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Lundi 2 octobre dernier, c'était en présence du ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, des préfets du littoral et de l'Atlantique respectivement, Alain Roula et Jean-Claude Kodia, ainsi que des partenaires. Reportage aux AETV. Passer à la clôture le ministre. Merci, monsieur le ministre, monsieur le préfet. Voilà, c'est fait. Merci, merci. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes S2IM ouvre ses portes au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'un espace de contact entre la population et les professionnels de la construction à travers un programme assez riche. Les expositions ventes, les consultations gratuites, les conférences débats, les ateliers de formation, le concours de prestige de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours S2IM et le village S2IM. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, c'est également la promotion des matériaux, des matériels et équipements de qualité, du respect des normes de construction, de l'innovation, tout en mettant un accent particulier sur l'amélioration des cadres de vie et le développement durable. Le S2IM est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, à moyen et à long terme. Ce projet participe de l'amélioration du cadre de vie et répond aux aspirations du gouvernement de Patrice Talon. Vous le savez certainement mieux que moi que après le secteur agricole et l'alimentaire, le secteur de la construction et des matériaux vient en deuxième place sur l'échelle des dépenses et d'importance des ménages en général, mais également de tout État. Le préfet l'a dit tout à l'heure, quand le bâtiment va, tout va. Et le président Patrice Talon a démontré que l'épine dorsale, la locomotive du développement, passe sûrement par le développement des infrastructures et fondamentalement les réformes qui permettent leur maintenance en bon état. Je suis ici, comme je l'ai été les années auparavant, depuis 2017 que nous avons commencé l'aventure, pour soutenir ce promoteur infatigable. Je suis ici pour le remercier
parce que il a écouté nos conseils, nos recommandations. Tout le monde peut aujourd'hui constater que le salon s'est beaucoup amélioré, est devenu plus agréable, j'allais dire plus efficace. Les préfets du littoral et de l'Atlantique abordent dans le même sens que l'autorité ministérielle. L'édition 2023 a pour sponsor officiel Setelec SA. Nous sommes heureux et très honoreux d'être sponsor de SDJM cette année à la 7e édition. Nous espérons et nous croyons fortement en ce salon et nous savons que ça va être une très grande opportunité pour tout le monde, tous les participants. L'ouverture du S2IM s'est achevée par la visite des différents stands des autorités présentes. Les expositions se poursuivent jusqu'au 9 octobre 2023. Un atelier de validation du projet de rapport de la réforme a été lancé à Abomey-Calavi mardi 3 octobre dernier par l'AC. Cette rencontre de 3 jours a été l'occasion pour les participants de s'accorder sur les différentes propositions accueillies par divers acteurs. Les travaux ont été lancés par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. Retour sur le lancement des travaux signés ETELI. Validation du projet de rapport des réformes dans le secteur des médias au Bénin. Voilà l'objectif principal qui réunit les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en conclave à Abomey. Cette rencontre qui va durer 3 jours permettra aux participants de s'accorder sur les différentes propositions recueillies de la part des divers acteurs. Nous devons donc, ensemble, faire un diagnostic des maux qui minent le secteur des médias au Bénin. Proposer des actions pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse. Rendre plus professionnels et plus responsables les acteurs de médias. Proposer des actions visant à améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Armand Roussou, vice-président de la RAC, a reconnu le mérite du président de la République et du président de l'organe de régulation des médias qui propose des réformes dans les médias avec les acteurs du secteur. Ce séminaire de réflexion sur le projet de rapport de réforme dans le secteur des médias s'inscrit dans l'exécution du chronogramme que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est donné dans le cadre de la mission à elle assignée par le chef de l'État. En effet, le président de la République, dans le souci du mieux-être social, a missionné la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication afin d'engager avec les acteurs des médias des réflexions pertinentes pour des réformes dans le dit secteur. Selon le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la République en général et les acteurs des médias en particulier attendent beaucoup de ce séminaire auquel les participants ont été conviés en tant que personnes ressources. Nous n'allons donc pas lésiner sur nos ressources intellectuelles pour apporter des réponses aux problèmes juridiques, techniques, économiques, professionnels et sociaux qui minent le secteur des médias béninois. J'exhorte ainsi chaque participant à donner le meilleur de lui-même pour que nous puissions avoir une presse libre, moderne, professionnelle qui contribue au bien-être de ses acteurs. À noter que le projet de réforme dans le secteur des médias au Bénin est entré dans sa phase active suite à la volonté du chef de l'État. L'Union des professionnels des médias UPMB a décidé d'effectuer une tournée dans les organes de presse en vue de rencontrer les acteurs des médias, des membres de l'Union en vue de les sensibiliser à participer davantage aux activités de l'association. Cependant, les 15 premiers jours du mois d'octobre. C'est dans le cadre de sa campagne dénommée « Je participe à la vie de l'Union ». Selon la présidente du Zakiat Latunji, la survie de l'association dépend. Propos recueillis par ETELI Bénin.
L'Union des professionnels des médias du Bénin, association professionnelle créée par les États généraux de la presse béninoise en 2002 à Cotonou, avec pour but de faciliter, promouvoir, soutenir et protéger les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, appelle tous les acteurs des médias, toutes catégories confondues, à se mobiliser et à jouer pleinement leur partition dans la vie de leur organisation. Et l'un des axes forts à poser en vue d'un meilleur rayonnement de notre union pour la réalisation de nos objectifs communs et le soutien aux activités que nous menons est de se mettre à jour de ces cotisations. Le paiement de la cotisation est essentiel pour le bon fonctionnement de notre association. Cela nous permet de financer nos projets, d'organiser des événements et d'assurer les charges de fonctionnement. Votre cotisation vous confère également des avantages et des privilèges au sein de notre association, tels que l'accès à des événements, la participation aux prises de décision, en l'occurrence les rencontres statutaires, et même la possibilité de bénéficier de formations spécifiques. Nous encourageons tous les professionnels des médias qui ne sont pas encore membres de notre organisation fertière à y adhérer. Être professionnel des médias et appartenir à l'un des corps de métier que sont journalistes, reporters d'images, graphistes, dessinateurs de presse, techniciens de l'audiovisuel avec au minimum une année d'expérience. Adresser une demande d'adhésion au président de l'Union, s'acquitter de ses droits d'adhésion fixés à 5 000 francs après validation de la demande en assemblée générale. La Sénat a initié les journées portes ouvertes du 3 au 5 octobre dernier pour sa première édition. La commission a reçu une série de visiteurs. Le deuxième jour, 4 octobre, les professionnels des médias ont été édifiés sur la composition, les attributions et les compétences de l'institution. Un reportage de Bénin TV. L'organisation de ces journées portes ouvertes s'inscrit dans un processus visant à mieux rapprocher l'institution de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral ainsi que de la population béninoise. Pour ce deuxième jour, les professionnels des médias étaient à l'honneur. Dans son mot introductif, le président de la Sénat est revenu sur l'importance du rôle des médias dans un processus électoral. Les médias que vous êtes, vous jouez un rôle essentiel dans une démocratie. Vous êtes les gardiens de l'information et les facilitateurs du débat public. Vous êtes également nos partenaires dans la diffusion des informations liées aux élections. Et votre travail est essentiel pour que les citoyens soient bien informés et puissent prendre des décisions éclairées et juste dans l'organisation des élections. Fort de cela, l'institution s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec les médias afin de leur permettre de donner à la population des informations fiables. Au sein de la Sénat, nous comprenons l'importance de travailler en étroite collaboration avec vous pour assurer une couverture équilibrée et impartiale du processus électoral. Nous sommes engagés à fournir toutes les informations nécessaires de manière transparente et en temps opportun pour que vous puissiez remplir votre rôle de manière efficace. Pendant ces journées portes ouvertes, nous avons l'opportunité de vous montrer comment fonctionne la Sénat, comment nous préparons et organisons les élections, et comment nous garantissons leur transparence et leur équité. À cet effet, plusieurs stands sont ouverts. Ils renseignent sur l'organisation et le fonctionnement de la Sénat. Avant la visite de ces différents stands, il a été présenté une communication sur le même thème. Le 5 octobre, c'était au tour des partis politiques d'être édifiés sur l'institution. Certains ont apprécié l'initiative et ont formulé des doléances. Le point avec ETélé Bénin.
La plupart des partis politiques ont répondu à l'appel de la Sénat dans le cadre de la première édition des journées portes ouvertes qu'elle a initiées. Des échanges qui se sont déroulés en toute convivialité. À l'entame, le président de la Sénat évoque le partenariat qui existe entre les partis politiques et l'organe en charge des élections. En tant que parti politique, vous jouez un rôle fondamental dans la démocratie et l'animation de la vie politique de notre pays. À l'instar de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, vous êtes des partenaires privilégiés de la Sénat et ces journées constituent pour nous d'intenses moments d'échange et d'information. Ces quelques heures d'échange ont vocation à resserrer non seulement nos liens, mais nous offrent aussi un creuset de partage pour aborder divers sujets. À l'occasion des journées portes ouvertes, les responsables des partis politiques ont félicité la Sénat pour cette initiative. Ils en ont profité pour aborder certaines questions qui fâchent. Il y a quelques questions qu'il faut retourner vers le législateur pour chercher les solutions adéquates pour qu'en 2026, ensemble, que nous ayons réglé les quelques soucis que nous avons constatés lors des précédentes élections. Quand nous disons que dans une circonscription électorale, il faut avoir gagné la circonscription pour bénéficier donc du poste réservé à la femme. Et nous disons, si jamais tous les partis politiques avaient le même suffrage dans cette zone, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous choisissons la femme? Ce n'est qu'un exemple. Il y a quelques exemples, il y a quelques d'autres cas qu'il faut revoir. Si à de pareilles occasions, nos propositions sont prises en compte, si à de pareilles occasions, nos cris de cœur sont entendus, et dans les prérogatives de la Sénat, qui doit prendre ça en plaidoyer pour voir les institutions de la République qui peuvent chercher à mettre en œuvre de pareilles recommandations, suggestions et difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, ce serait bien. La question du recrutement des agents électoraux. Par le passé, avant la réforme, il y avait la politique de tu me suivais, je te suivais, et il n'y a jamais eu de problème, ça n'avait jamais dérangé quelqu'un. Dans la réforme, il est confié désormais à la Direction générale des élections le recrutement des agents électoraux et nous avons vu ce que ça a donné. Nous demandons, nous avons suggéré qu'on revoie la politique, la réforme qui consiste en réalité au recrutement des agents électoraux. Les participants à cette troisième journée portes ouvertes de la Sénat se sont quittés dans l'espoir que les difficultés soient à planir de part et d'autre pour l'intérêt du pays. Le gouvernement béninois a décidé de la démolition du chantier inachevé de l'Assemblée nationale. Abandonné depuis plusieurs années, ce chantier sera complètement rasé. Lancé en février 2009 pour une durée de 24 mois, les travaux n'ont pu être achevés sous l'ancien régime. Quelques citoyens béninois ont donné leurs impressions sur cette décision du gouvernement au micro de ZAE-TV. Selon les raisons évoquées par cette motivation de démolition, de l'ancien chef de l'Assemblée nationale, c'est que c'est inapproprié. C'est-à-dire que ça ne répond pas aux normes requises. Voilà les arguments qu'on a avancés. Et bon, vous savez, si c'est comme ça, pour la sécurité de ceux qui vont résider là, et même les visiteurs, ça pose problème. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Mais je félicite, j'encourage beaucoup le président et l'actuel gouvernement de cette démolition. Parce qu'une assemblée ne doit pas être construite au bord d'une ville. Ça marque la fin de la ville. Le gouvernement doit prendre ce dossier au sérieux. Il doit interpeller tout ce monde-là. Même si la démolition est faite, la procédure là, cette procédure doit être, il va enclencher cette procédure pour demander des comptes à ces gens-là. Sinon, ce qu'on a entendu par le passé, c'est pas ça. Qui sont ceux qui sont les coupables? On ne sait même pas. Et c'est l'argent du contribuable comme ça. C'est un gâchis finalement. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que sur ce point, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on recherche les coupables. Je me dis, est-ce que nous avons besoin de démolir quelque chose qui nous a coûté les yeux de la tête? Paraît-il que c'est 23 milliards qu'on a démoli facilement comme ça.
Alors que dans le pays, nous sommes en train de chercher à avoir des infrastructures de temps, de ça, de ça. Pourquoi ne pas chercher à l'améliorer pour en faire autre chose que de raser? On avait l'habitude de dire que l'immeuble a été mal construit. On peut toutefois réflexionner pour d'autres secteurs d'activité pour l'État, mais le détruire, je pense que c'est le peuple qui va payer les frais. On peut restructurer, on peut réflexionner, mais démolir, moi je ne suis pas d'accord. Ouvert le 5 octobre dernier, le colloque sur la modernisation de la justice béninoise a pris fin le 6 octobre au Palais des Congrès. De nombreuses recommandations sont issues de ces assises. Au cours des travaux, les participants ont fait l'état des lieux du secteur et ont apporté des approches de solutions en vue de la digitalisation du service judiciaire béninois. Compte rendu signé Télé Bénin. Les travaux du colloque sur la modernisation de la justice ont pris fin ce vendredi 6 octobre 2023. Les près de 1500 participants ont, pendant 2 jours, réfléchi sur la transition numérique du système judiciaire, la réorientation de la justice des mineurs ainsi que les possibilités pour la réduction des délais de procédure. Au total, 13 panels qui ont abouti à des recommandations qui seront mises en application au plus tôt. Vous avez exprimé et dit que l'infrastructure informatique, l'informatisation des processus et des fonctions de support est encore à un stade embryonnaire. Nous devons effectivement pleinement tirer parti des technologies digitales et améliorer notre système judiciaire. Notre pays mérite que nous soyons très ambitieux. Et nous allons donc engager une véritable transformation numérique. Vous avez estimé, vous avez dit que les délais procéduraux étaient longs et que ces délais étaient inacceptables. Nous sommes parfois effectivement pris dans un cercle vicieux où les délais prolongés entraînent un engorgement des juridictions qui, à leur tour, prolongent les délais de décision et de jugement. La justice mérite de vite passer pour construire la paix sociale. Alors nous allons voir dans quelle mesure mettre en œuvre une composante urgente d'un plan d'action sur la réduction du temps judiciaire. La question de la surpopulation carcérale a également été abordée, de même que l'insuffisance du personnel judiciaire. Des solutions seront apportées à ces différentes problématiques, selon le garde des Sceaux, qui annonce un objectif 0 enfant en prison comme réponse de justice à rendre aux mineurs. Vous avez estimé que notre système judiciaire doit être réformé pour répondre aux besoins de prise en charge judiciaire, d'éducation, de réhabilitation et d'insertion des enfants qui se retrouvent soit en danger moral, soit en conflit avec la loi. La réorientation de la justice des mineurs sera un point d'attention majeur avec un objectif 0 enfant en prison. Vous avez noté la surpopulation carcérale. Vous avez évoqué les questions de détention inhumaine dans nos prisons. Outre le lancement d'un programme de construction d'établissements pénitentiaires aux normes, les principes de Nelson seront inscrits dans le code de procédure pénale très bientôt. Vous avez estimé que les manquements déontologiques et l'insuffisance de la formation du personnel judiciaire étaient des préoccupations majeures et qu'elles transparaissaient sur la qualité des décisions et sur la confiance que vous aviez en notre justice. Vous avez droit effectivement à des professionnels avisés. Vous avez droit à des professionnels de qualité et à une justice de qualité. Nous allons donc travailler à un réarmement éthique et à une professionnalisation accrue de tous les acteurs du système judiciaire. La formation concernera même les officiers de police judiciaire. Le gouvernement a à cœur de rendre le pouvoir judiciaire financièrement et complètement autonome et surtout veut compter sur les animateurs de la justice pour jouer leur partition. Vos recommandations sont claires. La justice doit moderniser ses méthodes de travail, sa crédibilité, la qualité et la célérité de ses décisions pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le gouvernement, je peux le dire ici, jouera sa partition dans l'impulsion et la dynamique du changement pour faire de notre justice une justice performante, proche et efficace, ancrée dans nos problématiques nationales. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre, après ce colloque, que les choses changent. Et je veux pouvoir dire à cet agriculteur Damien de Natitengu
qui estime n'avoir pas eu droit à une audition équitable, je veux pouvoir lui dire que les choses changent. Aujourd'hui, je veux pouvoir répondre au directeur général de cette banque de la place qui m'interpellait ici à Cotonou, que désormais, les banques ont droit à une justice équidistante du créancier et du débiteur. La digitalisation de la justice sera donc une réalité et les recommandations issues de ces assises seront mises en application. Le gouvernement jouera sa partition. Il reviendra aux acteurs de jouer la leur au moment opportun. Hors du Bénin, plus précisément au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé ce samedi par décret présidentiel la totalité des membres du Parlement de la transition. Il y a eu au total 98 députés contre 143 dans la précédente législature et 70 sénateurs contre 52 auparavant. Depuis la publication de cette liste, frustration et grincement de dents se perçoivent. L'Assemblée nationale va donc être désormais présidée par un cadre du PDG, l'ancien parti au pouvoir, Jean-François Ndongou, alors que le Sénat sera présidé par l'opposante Paulette Missombo. Clé Martial Obamé Akoué, vice-président de la coalition des Gabonais républicains, qui regroupe plusieurs partis, regrette les choix faits par le président de la transition. Figure très connue du mouvement associatif, PPC Oguli Gendé de l'ONG Malachi a quant à elle félicité le président de la transition d'avoir augmenté le nombre de femmes au Parlement, passant ainsi de 15 à 24%. Au Guatemala, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de disperser les manifestations avec l'usage de la force en dernier recours. Depuis une semaine, le pays est secoué par de fortes protestations. Les manifestants réclament la démission du chef de la police, Consuelo Porras, et plusieurs autres fonctionnaires lancés dans une croisade électorale contre le président élu en août dernier, Bernardo Arévalo. Des leaders indigènes du mouvement ont indiqué qu'ils continueraient à paralyser le pays jusqu'au renoncement des fonctionnaires désignés, ceux qui sont à l'origine de la persécution légale et dont est victime le président élu et son parti Semilla. Le parquet guatémaltèque tente de l'invalider à cause de possibles irrégularités au moment de sa formation en 2018. Fin septembre dernier, la police a saisi les résultats du scrutin national qui avait désigné Bernardo Arévalo président du Guatemala. Ce dernier ainsi que la population y voient une tentative de coup d'État. Mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée en soutien aux juges qui sont à l'initiative de cette bataille légale. Le président iranien Ebrahim Raïssi s'est entretenu dimanche par téléphone séparément avec les chefs de gouvernement armés palestiniens du Hamas et du djihad islamique au lendemain de l'offensive d'envergure lancée par le Hamas contre Israël, selon l'agence officielle IRNA. Le président Raïssi a parlé au téléphone avec le secrétaire général du djihad, Ziad al-Nakala, à propos des développements en Palestine, puis avec le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique Hamas, Ismail Haniyeh, a indiqué IRNA. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.